26 décembre 1944. Le téléphone sonna au quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. À l'autre bout du fil, le général George S. Patton prononça 4 mots qui allaient tout changer. Nous sommes en liaison avec Bastogne. Eisenhower attendait cet appel. Mais pas avant 3 ou 4 jours. Pas en plein blizzard. Pas après ce pivot à 90 degrés impossible que tout le monde disait irréalisable. Pour une fois, Patton avait tenu parole et accompli elle. Impossible. Ce qu'Eisenhower dit à ce moment-là, et dans les heures qui suivirent, révéla tout de leur relation complexe, le tournant de la bataille des Ardennes, et ce qui se produit lorsque le génie triomphe. Contre toute attente. Voici l'histoire de cet appel et des mots qui suivirent. Des mots de soulagement, de gratitude, de frustration et d'admiration teintés de réticence. Commençons. 19 décembre 1944. La réunion d'urgence de Verdun qui allait devenir légendaire. Les forces allemandes avaient percé les lignes américaines dans les Ardennes, créant une brèche importante dans les défenses alliées. La 101e division aéroportée était encerclée à Bastogne, un carrefour routier crucial. Si Bastogne tombait, les blindés allemands pourraient potentiellement atteindre la côte et couper les armées alliées en deux. Eisenhower réunit ses plus hauts commandants pour coordonner la riposte. L'atmosphère était très tendue. Il s'agissait de la plus grande offensive allemande depuis 1940, prenant les forces alliées par surprise. Les commandants rapportaient le chaos, des retraites désorganisées et une incertitude quant aux objectifs allemands. Eisenhower posa alors la question cruciale. Quand pouvez-vous attaquer vers le nord pour secourir Bastogne? La plupart des généraux hésitèrent, calculant la logistique et les mouvements de troupes. Puis, le 22 décembre, Patton prit la parole avec 3 divisions. Un silence pesant s'installa dans la pièce. D'autres commandants pensaient que Patton cherchait encore à se mettre en avant. Retirer 3 divisions du combat actif dans la zone de recherche et de sauvetage, les faire pivoter de 90 degrés, les déplacer sur plus de 100 mètres à travers des conditions hivernales et lancer une attaque coordonnée en 48 heures était une tâche impossible sur le plan opérationnel. La réaction d'Eisenhower fut soigneusement contrôlée. Il connaissait la réputation de Patton, connu pour ses promesses audacieuses qu'il ne pouvait pas toujours tenir, mais il savait aussi que Patton était son meilleur espoir. Selon des témoins, Eisenhower se pencha en avant et parla d'une voix calme et ferme. « George, je veux que vous compreniez quelque chose. La 101e division aéroportée est encerclée. Si elle est submergée, ce sera une catastrophe militaire et un désastre pour le moral des Américains. Quand vous dites le 22 décembre, le pensez-vous vraiment ou plaisantez-vous optimiste? » Patton croisa le regard d'Eisenhower. « Hic, j'ai déjà tout planifié. Mon état-major a préparé 3 plans d'urgence. J'avais anticipé cette réunion avant même que tu ne la convoques. Le 22 décembre, ma 4e division blindée attaquera vers le nord, en direction de Bastogne. J'y engage ma carrière. » Eisenhower réfléchit. Patton s'était préparé à ce scénario avant même l'attaque allemande, faisant preuve d'une prévoyance qu'Eisenhower lui-même n'avait pas anticipée. Mais Patton serait-il capable de le mettre à exécution? Eisenhower prit sa décision. « Très bien, George, tu as ta chance. Mais comprends bien, si tu ne peux pas tenir ta promesse, si ces parachutistes sont perdus parce que tu as promis l'impossible, il y aura des conséquences. Pas de seconde chance. » Patton acquiesça. « J'y serai, hic. Compte sur moi. » Après la réunion, Eisenhower pria par son chef d'état-major, le général Walter Bedell Smith. Smith enregistra plus tard la conversation. Le chef déclara qu'il prenait un risque énorme avec George. Si Patton échouait, leurs 2 carrières pourraient être terminées. Mais il croyait, peut-être, pour la première fois, que George irait à bout. L'enjeu était tellement important que même Patton n'oserait pas exagérer. Au cours des 48 heures suivantes, Eisenhower reçut des mises à jour régulières sur les mouvements de la 3e armée. Les rapports étaient presque incroyables. Les forces de Patton étaient réellement à l'œuvre, elles se désengageaient, avançaient vers le nord, se positionnaient pour l'attaque. Le 21 décembre, Eisenhower s'autorisa un optimisme prudent. Patton pourrait bien réussir. Le 26 décembre 1944, vers 16h45.
Eisenhower était dans son bureau au quartier général du chef, à Versailles, examinant les rapports de situation. En provenance des Ardennes. La bataille des Ardennes entrait dans sa deuxième semaine. Les forces américaines avaient stabilisé l'épaule nord, mais la situation demeurait critique. L'Estonie était toujours encerclée, bien que la 101e division aéroportée continua de tenir bon. Soudain, son téléphone sonna. L'officier de service annonça « Général Patton, à l'appareil du Luxembourg, monsieur. » Eisenhower décrocha immédiatement. « Georgic, nous avons contacté Bastogne. La 4e division blindée a établi le contact avec la 101e à 16h50. Le couloir est étroit, mais il est ouvert. Nous faisons passer des ravitaillements. » Il y eut un silence. Plusieurs témoins présents dans le bureau d'Eisenhower cet après-midi-là ont noté ça. Réaction. D'abord, un soulagement visible. Ses épaules se sont relâchées, la tension est retombée. Puis, un événement inattendu. Les yeux d'Eisenhower se sont embués. Il se détourna de son état-major un instant, se reprenant. Georges, répétez. C'est fait. Confirmé. Hic. La compagnie du capitaine William Dwight du 37e bataillon de chars a établi le premier contact. Les parachutistes sont durement touchés, mais tiennent bon. Nous renforçons le couloir. La voix d'Eisenhower était chargée d'émotion. Georges, je vous félicite. Vous l'avez fait. Vous l'avez vraiment fait. Puis, d'un ton plus ferme, le couloir est-il sécurisé? La réponse de Patton fut, comme à son habitude, confiante. Les contre-attaques allemandes nous touchent, mais nous tenons bon. J'envoie des renforts. Demain, Bastogne sera sécurisé. Après une brève discussion tactique, Eisenhower mit fin à l'appel. Il resta un instant silencieux, puis se tourna vers son état-major. Le général Smith consigna les paroles exactes d'Eisenhower. « Messieurs, Georges Patton vient d'accomplir quelque chose dont je doutais. Possible. Il a promis le 22 décembre et a tenu parole le 26 décembre. Compte tenu des conditions météorologiques et de la situation. C'est presque miraculeux. » Puis, Eisenhower fit quelque chose que son état-major voyait rarement. Il sourit largement et dit « Faites-moi passer un message à la 101e. Dites-leur que les renforts sont arrivés et transmettez mes félicitations personnelles au général Patton et à la 3e armée. Ils viennent de changer complètement le cours de cette bataille. » Quelques heures après la percée de Patton, Eisenhower dut prendre des décisions concernant la communication publique. La bataille des Ardennes avait semé la panique aux États-Unis. Les journaux spéculaient sur une victoire allemande, un possible effondrement des Alliés, et sur la capacité des forces américaines à arrêter la Wehrmacht. Le secours en Estonie fut la première véritable bonne nouvelle depuis le début de l'offensive. La déclaration publique d'Eisenhower, publiée le 27 décembre, fut soigneusement rédigée. Des unités de la 3e armée du lieutenant-général George S. Patton ont réussi à percer les lignes américaines pour secourir les forces encerclées à Bastogne. Cette opération, menée dans des conditions hivernales extrêmement difficiles et face à une résistance ennemie déterminée, démontre la qualité de combat des soldats américains et l'excellence opérationnelle de leurs commandants. Les défenseurs de Bastogne ont fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaires. Leur secours par les forces de la 3e armée marque un tournant dans la riposte à l'offensive allemande. La déclaration, diplomatique, louait à la fois la défense de la 101e division aéroportée et l'opération de secours de la 3e armée. Mais les proches d'Eisenhower ont remarqué que ses propos privés étaient plus révélateurs. Au maréchal britannique Montgomery, qui coordonnait la riposte du Nord, Eisenhower écrivit « La performance de Patton lors du dégagement de Bastogne fut exceptionnelle. La rapidité avec laquelle il a pivoté son armée et lancé une attaque coordonnée a dépassé mes attentes, et je soupçonne que les attentes allemandes l'étaient également. » Au général Bradley, supérieur direct de Patton, Eisenhower fut plus franc. George a été à la hauteur au moment crucial. Quelles que soient les frustrations que j'ai pu éprouver face à son comportement et à son insubordination, cette opération justifie ma décision de le maintenir à son commandement. Il a accompli ce qu'aucun autre général n'aurait pu faire. Mais Eisenhower envoya également un message personnel à Patton.
Et ce message révéla la complexité de leur relation. George, félicitations pour cette brillante opération, exécutée avec brio. Votre planification, l'exécution de votre armée et votre leadership personnel ont fait la différence. Je suis fier de ce que la troisième armée a accompli. Cependant, je tiens à être clair. Cela n'efface pas les problèmes passés et n'autorise aucune insubordination future. Vous avez prouvé ce dont vous êtes capable lorsque vous suivez les ordres et travaillez dans le cadre de la hiérarchie. Continuez ainsi. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Le message était typiquement Eisenhower. Des éloges sincères associés à un rappel des limites. Il voulait Patton comprendre que le succès n'excusait pas tout. Dans les jours qui ont suivi la relève de Bastogne, les entrées du journal d'Eisenhower et ses lettres privées ont révélé ses sentiments complexes à l'égard de Patton et de l'opération. Il ne s'agissait pas de déclarations publiques destinées à remonter le moral des troupes. C'étaient des réflexions sincères sur le commandement, le leadership et le fardeau de gérer des subordonnés difficiles. Le 28 décembre, Eisenhower écrivit à sa femme, Patton a accompli quelque chose de remarquable. J'ai passé tellement de temps à être frustré par George, son ego, ses controverses, son insubordination que j'oublie parfois. Pourquoi je le maintiens au commandement? Bastogne me l'a rappelé lorsque les enjeux sont les plus élevés, quand la situation semble impossible. George est à la hauteur. Je ne sais pas si un autre général aurait pu faire ce qu'il a fait. C'est à la fois rassurant et inquiétant. Suis-je trop dépendant d'un homme difficile? Au général George Marshall, chef d'état-major de l'armée de terre, Eisenhower se montra plus analytique. L'opération Bastogne démontre à la fois les forces et les défis du commandement de coalition. L'exécution opérationnelle de Patton a été impeccable. Exactement le type de guerre mobile agressive dont nous avons besoin. Cependant, sa capacité à anticiper cette crise et à préparer des plans d'urgence soulève des questions sur le degré d'autonomie que devraient avoir les commandants subordonnés. Nous l'avons fait. Patton s'était préparé à une offensive allemande que la plupart d'entre nous n'avions pas vu venir. Il avait raison et nous avions tort. Comment concilier cette clairvoyance avec la nécessité d'un commandement unifié? Dans son journal intime, Eisenhower était d'une honnêteté brutale. George m'épuise. Le gérer demande plus d'énergie que de gérer 3 commandants normaux. Mais ce qu'il a accompli à Bastogne justifiait chaque frustration, chaque controverse, chaque instant où j'ai eu envie de le relever de ses fonctions. Les parachutistes de Bastogne doivent la vie à la rapidité et à l'agressivité de George. La bataille des Ardennes aurait pu être une défaite catastrophique sans sa réaction. Je ne peux pas licencier un homme qui sauve des batailles. Je ne peux même pas le réprimander alors qu'il vient de prouver l'efficacité de ses méthodes. Voilà la situation impossible dans laquelle George me place. Il a raison, trop souvent pour que je puisse le changer, mais il est difficile trop souvent pour que j'apprécie de travailler avec lui. Le plus révélateur, peut-être, Eisenhower écrivit au Premier ministre britannique Winston Churchill. Le général Patton a démontré pourquoi, malgré ses difficultés, il demeure inestimable. Son sauvetage de Bastogne pourrait en sauver toute la campagne d'Ardents. Je tenais à vous le faire savoir car je suis conscient des inquiétudes concernant son tempérament. Ces inquiétudes sont justifiées, mais ses compétences opérationnelles le sont tout autant. Et à ce stade de la guerre, nous avons davantage besoin de ces compétences que de personnalités faciles à vivre. Là, débarquement de Bastogne a durablement changé la façon dont Eisenhower considérait et gérait Patton. Il a instauré un nouvel équilibre dans leurs relations, fondées sur des compétences éprouvées plutôt que sur du potentiel, sur des résultats concrets plutôt que sur des promesses. En janvier 1945, Eisenhower a tenu une conférence de commandants pour passer en revue les enseignements de la bataille des Ardennes. Lorsqu'il évoqua les performances de la Troisième Armée, Eisenhower déclara publiquement: la prise de Bastogne par le général Patton représente l'un des plus grands succès opérationnels de cette guerre. La rapidité,
La coordination et l'agressivité dont a fait preuve la Troisième Armée ont établi une norme en matière de guerre de mouvement. Les autres commandants feraient bien d'étudier cette opération. C'était significatif. Eisenhower prenait en exemple Patton, chose qu'il avait hésité à faire compte tenu des controverses entourant ce dernier. Mais Bastogne avait valu à Patton cette reconnaissance, du moins sur le plan opérationnel. Cependant, Eisenhower précisa également que cela ne signifiait pas une liberté totale. Lors d'une réunion privée avec Patton en février 1945, Eisenhower aurait dit « George, Bastogne vous a valu une crédibilité qui durera jusqu'à la fin de cette guerre. Ne la gaspillez pas. Vous avez prouvé que vous pouvez accomplir l'impossible quand c'est crucial. Maintenant, prouvez que vous pouvez obéir aux ordres même s'ils ne correspondent pas à vos préférences. Soyez le général que je sais que vous pouvez être, celui qui accomplit des miracles, mais qui respecte aussi la hiérarchie. » Pour le reste de la campagne d'Europe, Eisenhower accorda à Patton une plus grande liberté opérationnelle qu'à d'autres commandants. La Troisième Armée reçut des objectifs ambitieux et les ressources nécessaires pour les atteindre avec moins de microgestion qu'avant. Bastogne. Eisenhower avait appris que Patton était plus performant lorsqu'on lui donnait des objectifs clairs et une marge de manœuvre. Des années après la guerre, dans ses mémoires, Croisade en Europe, Eisenhower écrit « La libération de Bastogne par le général Patton a justifié ma décision de le maintenir en poste malgré de nombreuses controverses. Son mouvement rapide, de 3 divisions à travers des conditions météorologiques épouvantables, son attaque audacieuse et sa percée vers la garnison encerclée, ont démontré une excellence opérationnelle au plus haut niveau. L'histoire jugera Patton sur ses exploits sur le champ de bataille, et Bastogne figure parmi ses plus grands succès. Dans une correspondance privée, des décennies plus tard, Eisenhower se montrait plus personnel. George et moi avions une relation compliquée. Il me frustrait constamment. Mais lorsque j'ai reçu cet appel téléphonique, le 26 décembre 1944, en apprenant que nous avions atteint Bastogne, j'ai ressenti un profond soulagement et une immense gratitude. À ce moment-là, toutes les frustrations n'avaient plus d'importance. George avait sauvé ses parachutistes et peut-être même sauvé toute la campagne d'Ardennes. C'est ce dont je me souviens le plus. Non pas les controverses, mais le moment où il a agi avec justesse. Au moment crucial, l'appel téléphonique annonçant la relève de Bastogne était plus qu'une simple mise à jour tactique. C'était une consécration, une validation, et le moment décisif de la relation privilégiée d'Eisenhower avec son mentor. Les paroles d'Eisenhower révélaient son admiration, son soulagement et le poids de commander un génie difficile. Si cette histoire de leadership, de pression et d'accomplissement impossible vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres moments inédits des plus grands commandants de l'histoire. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire sur le leadership et les subordonnés difficiles et à partager avec tous ceux qui comprennent la complexité du commandement. Merci d'avoir regardé.